Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous et très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre. Comment trouver la paix, la transparence et la cohérence intérieure? Alors ça, si c'est pas une question existentielle, une question d'une vie, je ne m'y connais pas et on a peut-être des éléments. On n'aura sans doute jamais la réponse, mais on a des éléments de réponse avec mon invité Fabienne Caram qui est installée sur les canapés. Bonjour Fabienne. Bonjour, Est-ce que vous Marc. avez trouvé cette transparence, cette cohérence intérieure, cette paix intérieure? En tout cas, je m'y attache C'est le chemin d'une vie, on est d'accord? complètement et probablement pas que d'une Et seule pas que d'ailleurs. d'une vie. C'est vrai, vous avez raison. Et d'ailleurs, quand je réitérerai ce que je viens de dire, je rajouterai ça. C'est sans doute pas nécessairement que cette vie-là Oui. qui sera nécessaire pour trouver cette paix intérieure et cette cohérence intérieure dont vous parlez. Donc merci d'être là. Il y a un très très beau titre que vous incarnez bien, qui s'appelle, que vous avez d'ailleurs trouvé vous-même, La sage-femme de la présence. Et vous dites, quand on a préparé l'émission, vous dites, c'est un titre qui est venu à vous. Oui, complètement. Comment? J'étais en train de travailler sur mon site internet et puis à un moment donné, quand j'étais en train d'essayer de faire les titres sur le site internet, il y a cette dénomination, on va dire, qui est venue parce que c'est vraiment ce que je fais. J'accompagne comme une sage-femme en fait, chacun à accoucher de sa propre présence. Je me demandais à quel moment vous alliez dire le mot accoucher. Parce que c'est ça, en fait, hein, la définition de la sage-femme, par définition, c'est ça. C'est Voilà. ça. Donc, C'est évidemment, ça. l'idée, c'était de... Alors, chaque personne qui s'installe sur ces canapés remplit ce qu'on appelle une fiche de production avec son histoire, son parcours et une série de questions qui nous permettent, évidemment, de construire l'émission. Et vous dites que vous êtes experte dans les thérapies vibratoires, alchimiques, cellulaires, d'inspiration essénienne et égyptienne. Et là, je me suis dit, waouh, c'est pas un titre, c'est une entête de lettres. Et ça nécessite une petite explication de texte. Comment est-ce qu'on peut raccourcir de manière plus pédagogique peut-être et simplifier votre approche et votre accompagnement? Alors au départ, j'ai été formée aux thérapies esséniennes et égyptiennes. Et en fait, c'est l'expérience, toutes les guidances que j'ai eues depuis de nombreuses années maintenant, qui a fait que de ces thérapies-là, finalement, j'ai enrichi l'approche avec ma propre approche Mm. et qu'elles ont basculé vers cette nouvelle dénomination vibratoire alchimique cellulaire. Mm. Et Voilà. pourquoi cette dénomination-là? Pourquoi cette dénomination-là? Parce que je travaille vraiment avec la vibration, avec l'énergie qui est vibration. Et je vais travailler jusque dans la cellule, jusque dans l'ADN de la cellule, dans la matière subatomique et son champ électromagnétique. Parce que le changement doit se faire par ce biais-là. Parce que si on veut un changement qui perdure et qui s'incarne vraiment dans la matière, aujourd'hui on est vraiment dans cette dimension où on doit incarner cette énergie qu'on appelle le divin, qu'on appelle la présence, la Père, la Mère, comme on veut. On le fait vraiment descendre en fait jusque dans l'infiniment petit de notre matière. Ouais. L'idée, quand moi je vois l'alchimie, la vibration alchimique cellulaire, c'est l'idée de se dire, c'est de désengrammer, Complètement, c'est ça? C'est un complètement. désengrammage cellulaire, Voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une phase effectivement de nettoyage, oui, si on peut appeler ça comme ça, c'est ça. hein, où on va vraiment nettoyer, mais c'est pas vraiment un nettoyage, je jette à la poubelle. Parce qu'en réalité, toutes ces choses qui ont été expérimentées, toutes ces mémoires qui ont été imprimées jusque dans nos cellules finalement, à un moment donné, ces mémoires, elles fusionnent presque avec notre ADN, ça devient notre code génétique de fonctionnement. Eh bien, quelque part, elles nous ont amené une certaine expérience, elles nous ont amené quelque chose, et c'est ça qu'on va alchimiser, on va le transformer pour en récupérer la quintessence, l'enseignement, et transformer ça, effectivement, en force soutenante dans notre code génétique. Ce qui est fascinant, et j'ai déjà eu l'occasion de dire ce que je vais dire maintenant, mais vous en êtes encore une fois la preuve vivante, c'est de se dire que on devrait tous être suivis par quelqu'un comme vous, mais dès le départ de notre vie d'adulte. On Oui, devrait faire ce travail-là. oui, oui, c'est Non, sûr. mais c'est vrai, au lieu de se retrouver à 40 ou 50 piges en se disant, oh là là, et pourquoi, et Mm. ceci, pourquoi j'ai vécu ceci, pourquoi j'ai vécu cela. Bon, on pourrait déjà commencer, quand on a 25 ans, 20, 25 ans, de se dire, attends, je vais déjà faire un petit nettoyage
pour voir ce qu'il est possible de faire, et puis ensuite prendre son envol. Oui, complètement. Complètement. Et j'ai envie de dire même, c'est presque encore plus tôt qu'il faudrait commencer. Ouais. Voilà, il faudrait commencer par, au moment de l'éducation, Ouais. déjà, pour éviter justement qu'il y ait toutes ces croyances limitantes, tous ces schémas, tous ces modes de fonctionnement, tous ces conditionnements qui se mettent en place. Ouais. Parce qu'en réalité, quand on vit des choses qui sont souffrantes, à un moment donné, ces croyances qui deviennent limitantes par la suite, elles sont là pour quelque chose. Elles sont là pour nous aider à survivre, pour nous protéger à un moment où il y a des émotions, des choses qui sont trop fortes. Et puis, à un moment donné, eh bien, l'idée, c'est de ne pas les répéter. Or, quand elles ont été engrammées dans le corps parce que la douleur était trop forte, quelque part, eh bien, la tendance du corps, ça va être de refaire, de reproduire Les mêmes schémas. toujours la même chose. Ouais. Voilà. Et là, à ce moment-là, c'est plus soutenant. Est-ce que ça veut dire que votre approche, c'est avant tout une approche, et votre accompagnement, c'est avant tout un accompagnement du transgénérationnel? Alors, pas avant tout, mais ça en fait partie. Une grande partie, j'imagine, grande parce que partie. l'engrammage cellulaire, c'est du Oui. transgénérationnel. Complètement, l'engrammage cellulaire, c'est du transgénérationnel. Moi, je dissocie le transgénérationnel, le génétique et les lignées. Ah, expliquez-nous. Voilà. Parce que le transgénérationnel, c'est ce qu'on va récupérer vraiment de sa famille, direct. Nos lignées. Alors, Ah non, c'est là, c'est ça. c'est là que j'ai une Une nuance. nuance, c'est vrai. Pardon, je vous laisse finir. Voilà, parce que justement, nos lignées ne sont pas nécessairement familiales. On peut être des lignées notamment de passeurs d'âme, on peut être des lignées de guérisseurs de telle ou telle chose, ou des lignées d'enseignants, ou des lignées de différentes choses, mais qui ne sont pas nécessairement dans notre famille. Ce que j'appelle les lignées, c'est plus ce qu'on pourrait appeler des familles d'âme, quelque part. Voilà. Donc on a aussi ces mémoires-là que l'on porte en nous. Donc vous disiez, vous faites un distinguo entre le transgénérationnel, Lignée les lignées. et le génétique. Parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait récupérer des problématiques dans nos gènes, dans les familles recomposées notamment, où on a quelquefois 2 générations avant, des parents qui ne sont pas les parents biologiques, donc qui ne sont pas les grands-parents ou arrière-grands-parents biologiques, mais on a récupéré des choses de ces personnes-là également. De par l'éducation? De par l'éducation, de par... je ne saurais pas exactement expliquer comment est-ce que ça se récupère, mais de par l'histoire qui est vécue ensemble et probablement les synchronicités qui ont fait qu'on s'est incarné dans cette famille-là spécifiquement. Alors on dit aussi, et vous n'allez pas me contredire là-dessus, que tout bon thérapeute commence déjà par lui-même. Oui. En fait, on ne devrait pas vouloir devenir thérapeute, mais ça devrait être le chemin inverse. C'est d'abord effectivement travailler sur soi, et puis à un moment donné, le travail qu'on fait sur soi, eh bien, il est amené à grandir. Il est amené à grandir, ça peut être bien autre chose que de devenir thérapeute. Parce qu'on peut rayonner bien autrement, semer des graines bien autrement. Mais à un moment donné, eh bien, quand on a suffisamment travaillé sur soi, ça devrait être un appel, effectivement, de devenir thérapeute ou de devenir formatrice. En tout cas, moi, ça a été mon parcours, et surtout pour la formation, parce que je n'avais pas du tout anticipé de former. De former. Et on va voir ça, évidemment, dans la deuxième partie de l'émission. Juste un mot sur justement votre parcours, qui est assez atypique, parce que vous n'étiez pas franchement prédestiné à être thérapeute. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, quand on a cette dimension artistique et sportive, dans votre cas, est-ce que véritablement on se retrouve aujourd'hui, est-ce qu'il y a une sorte de frustration à ne pas avoir été ce que vous avez toujours rêvé d'être, dans votre première partie de vie, j'ai envie de dire?
Non, parce que j'ai réalisé ce que je voulais réaliser. Je suis allée au bout de mon rêve. Hein, mon rêve, c'était d'intégrer le spectacle et je l'ai fait. Mm. Je l'ai vécu, j'ai eu la chance de le vivre. D'ailleurs, j'ai eu la chance toute ma vie de faire ce qui me passionne et ce qui m'anime. Waouh. Voilà. Ça, c'est une très grande chance. Une richesse extraordinaire. C'est extraordinaire, oui. Le nombre de personnes qu'on entend, qu'on reçoit ou même que l'on côtoie, qui sont frustrées justement de ne pas avoir pu ou qui disent « j'aurais tellement aimé faire Mm. ». C'est vrai. Mm. Vous n'avez pas eu ce ressenti-là. Non, j'ai Wow. pas eu ce ressenti-là. Ça, c'est assez fabuleux quand même. Ouais. Alors, vous avez commencé par un sport-études. Oui. Hein, et dans le patinage artistique. C'est ça, le Voilà. patinage artistique. Donc, vous vouliez faire carrière. Alors, en fait, je voulais pas faire carrière, c'est juste que j'étais passionnée, je regardais les compétitions et un jour, j'ai dit à ma maman, je veux que tu m'achètes des patines. Donc, j'avais 6 ans. Hein. Ok. Et elle m'a acheté des patins à roulettes. J'ai dit, non, c'est pas cela que je veux. Et donc, j'ai commencé avec des choses qui se mettaient sous les chaussures, avec 2 espèces de lames qui s'accrochaient avec des lacets. Mmh. Et puis, à 8 ans, j'avais tellement envie. Elle m'avait emmenée voir le spectacle d'Holiday on Ice. Et je lui avais dit, c'est ça que je veux faire. Et donc là, elle m'a emmenée et j'ai commencé le sport-études à 8 ans. Mais voyez, quand vous dites « c'est ça que je veux faire Mm. », ça prouve bien que vous aviez un souhait intérieur qui était quand même profond. Et pourtant, vous n'êtes pas allé jusqu'à en faire carrière. Si, j'ai fait Ah, carrière. vous avez même fait carrière dans le patinage artistique? J'ai fait carrière, oui. Ok. J'ai passé Ok. 10 ans sur les routes à Ah, ok. suivre la troupe d'Holiday on Ice. Très bien. Parce que vous ne citez pas Holiday on Ice dans la fiche de Non. préparation. Et donc, je me suis dit, mais attends, je ne comprends pas, parce que vous dites qu'effectivement, il y a une reconversion après ces années de spectacle. Oui. Donc, moi, je me suis dit, bon, elle a fait du spectacle, mais je n'avais pas fait le lien entre le spectacle et le patinage artistique. Oui. Voilà, c'est ça. Ah, vous avez fait Holiday on Ice. Oui. Une dizaine d'années sur la route. Donc, effectivement, vous avez atteint votre objectif. Oui, j'ai atteint mon objectif. Ça, c'est fantastique. À quel moment il y a le switch où cette dimension spirituelle, thérapeutique entre dans votre vie? Ou bien plus tard. Bien plus tard. Le switch, il s'est fait à un moment de bascule où j'ai traversé une nuit noire de l'âme. Oui, ça aussi, j'ai vu ça. Il va falloir nous expliquer. Mais c'est quoi? C'est un burn-out? C'est d'être au fond du fond? Essayer d'être au fond du fond, Mmh. de ne plus avoir aucune raison de rester. Et là, Dieu merci, j'avais ma fille à 3 ans qui m'a raccrochée à la vie. Ouais, Voilà, parce qu'elle avait besoin de moi. Ouais. Hein, j'étais maman seule. bien sûr. Et donc, c'est là qu'à un moment donné, j'ai fait le choix, vraiment, de dire, allez, là maintenant, tu te remues, tu te secoues. Et j'ai eu un accident de voiture à ce moment-là, où là, vraiment, pour moi, ça a été un électrochoc. Et je me suis dit, là maintenant, tu vas te recentrer et tu vas te prendre en main. Et au moment où j'ai fait ce choix, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Je me rappellerai toujours, c'est un peu comme une grâce. À cette époque-là, donc, je m'étais reconvertie dans le massage, le bien-être. Mmh. Et j'allais commencer un massage. Et je me suis raisonnée en me disant, OK, là, tu fais le vide et tu vas être vraiment présente à ce que tu fais. En ayant, à ce moment-là, j'étais à 10 000 kilomètres de là où j'en suis maintenant. Et en fait, quand j'ai fait ce choix, j'étais en suspens au-dessus du corps de la personne, le temps de faire ce vide, parce que c'était compliqué à l'époque. Hein, le mental, il était très, très, très fort. Et en fait, à un moment donné, quand le vide est arrivé, eh bien, mes mains sont parties toutes seules. Et elles ont commencé à se déplacer au-dessus du corps de la personne. Et là, j'ai compris que moi, je n'avais rien voulu faire parce que je ne connaissais rien à ce moment-là à tout ce monde et que quelque chose m'avait traversée. J'ai failli tomber, j'ai failli perdre l'équilibre tellement les mains m'ont embarquée. Voilà. Wow. Et donc, à ce moment-là, il y a une bascule qui s'est faite parce que j'ai compris que quelque chose m'avait traversée, que ce n'était pas moi qui avais œuvré. Et puis après, j'ai cherché à comprendre. C'est ça. De quelle manière? Parce que là, une fois que vous avez cette information au travers d'un ressenti physique, pour le coup, parce que là, c'est physique, qu'est-ce que vous faites de cette information? Eh bien, à ce moment-là, j'ai eu l'appel de comprendre. Et je pense juste le fait d'avoir émis cet appel, eh bien, les synchronicités sont arrivées. Et il y a des personnes qui sont arrivées dans ma vie, notamment une personne qui est arrivée dans ma vie et qui m'a mis entre les mains le premier livre sur les thérapies esséniennes et égyptiennes que j'ai lu.
de Daniel Meroy. Ah, bah oui. Voilà, mon enseignant par la suite, Mmh. mais bien plus tard, une dizaine d'années plus tard, pas avant. Et c'est là que j'ai commencé à faire le lien entre ce qui était écrit dans ce livre, qui est les robes de lumière. Eh bien, j'ai commencé à faire le lien entre ce que je lisais dans le livre et ce que mes mains faisaient spontanément quand je les laissais faire au-dessus d'un corps. D'accord. Ça veut dire que cette expérience que vous avez vécue, physique, lors de ce massage, euh, l'expérience s'est réitérée plusieurs fois? Ah oui, complètement. À chaque fois que je faisais le vide, donc après je le faisais volontairement, de laisser le vide, et je m'abandonnais et je laissais faire. Et quelle information vous receviez à ce moment-là? Ah, j'avais pas d'informations en fait, c'était mes mains qui étaient guidées. Donc je cherchais rien à faire. Sur les zones dont la personne Oui, avait besoin? oui, Wow. voilà. Donc c'est évidemment, ça devait être au départ, j'imagine, une expérience assez troublante, Complètement. en se demandant ce qui vous arrive même. Oui, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Et puis, quand j'ai vu plusieurs jours d'affilée qu'à chaque fois, ce que mes mains avaient fait dans la journée, eh bien, je lisais en fait le protocole quasi identique le soir dans le livre. Premier jour, j'ai dit bon, ok. Deuxième jour, ah oui, d'accord. Troisième jour, là quand même, je me pose des questions. Quatrième jour, donc à chaque fois, on est sur un nouveau soin, hein. Ouais. Quatrième jour, j'ai dit ok, c'est bon. J'ai compris, mais je ne me sentais pas prête à ce moment-là. Donc, j'ai même pas terminé le livre à ce moment-là. Je l'ai fermé. Et puis, j'ai continué là où j'en étais jusqu'à un moment où, ben voilà, j'ai été prête. Et à ce moment-là, eh bien, Daniel a commencé avec Marie-Joanne, son épouse, à former. Et vous Et avez c'est là que j'ai suivi pris le train. vous avez pris la formation, évidemment. Juste pour décrire ce ressenti que vous aviez, est-ce que au moment où vos mains bougent comme ça, vous ne touchez pas le corps encore? Non, là, je suis dans ce qu'on appelle le corps éthérique. C'est ça. Donc ça bouge, mais vous ressentez quelque chose? Est-ce qu'il y a une dimension de magnétisme? Est-ce qu'il y a une dimension autre? Comme les mains comme si elles étaient aimantées. Voilà. Et puis de la chaleur. Beaucoup de chaleur dans les mains. Et donc, j'imagine des retours de ceux sur lesquels vous pratiquez Et qui des vous retours, disent oui. des choses sans doute Des assez retours, fabuleuses. mais à ce moment-là, je ne cherchais pas Mm. à faire quelque chose en particulier. Mm. Donc des retours de bien-être, quelque chose de très simple. Mm. Voilà. Cette formation que vous suivez avec Daniel Meroy et son épouse, ce sont ce qu'on appelle les soins esséniens égyptiens. Oui. Comment expliquer à ceux qui ne connaissent pas, et à moi d'ailleurs? Alors ce sont des soins qui travaillent sur nos multidimensionnalités, hein, c'est-à-dire sur tous nos plans, sur tous nos corps subtils, du corps causal, corps mental, corps émotionnel, qu'on peut appeler aussi notre monde mental, notre mode de fonctionnement mental, émotionnel, là où sous toutes nos mémoires, justement, dont on parlait tout à l'heure, sur les conditionnements, les croyances, toutes ces blessures émotionnelles, le corps éthérique, dont on vient de parler également, qui est le moule du corps physique, et le corps physique, puisque dans cette approche thérapeutique qui permet vraiment de se relier complètement à ce que l'on est, eh bien, on a cette dimension du toucher, hein, on appelle ça d'ailleurs l'art du toucher thérapeutique sacré, hein. On a vraiment cet art du toucher qui est extrêmement important. Et donc ça passe par quoi ces soins? Sur ce toucher, il y a des points spécifiques, il y a des endroits spécifiques, il y a un massage spécifique, il y a une action spécifique? Oui, on va travailler sur des points de force selon la structure qu'on utilise en Ayurveda, donc on appelle les nadis. Donc on va travailler sur les chakras, les sous-chakras, donc nos sept chakras, hein, nos centres énergétiques, nos plexus énergétiques. Et puis, on va laisser circuler, se laisser traverser par l'énergie et laisser circuler ce qui a besoin de circuler pour pouvoir à la fois nettoyer et à la fois harmoniser avec l'énergie. Ça veut dire que quand quelqu'un vous consulte, vous recevez l'information de, entre guillemets, sa problématique ou ce dont il a besoin?
Alors, je la reçois par plusieurs biais parce que d'abord, je prends un temps pour De échanger discussion. avec Ouais. le patient. Ouais. C'est très important, hein, on a une anamnèse Mm. quand même, hein, Mm. au départ. Voilà. Donc, il y a d'abord tout ce que le patient va dire et puis tout ce qu'il ne va pas dire. Où là, effectivement, c'est la partie où je vais recevoir les informations, mais celles dont j'ai besoin Ouais. C'est pour peut-être sans pouvoir doute celle-là qui travailler. vous intéresse le plus. Et c'est celle-là qui m'intéresse le plus. J'en suis sûr. Voilà. Bah oui, C'est évidemment. celle-là qui m'intéresse le plus. Et ce qui est très intéressant quelquefois, c'est que en réalité, le soin, il commence là, Eh oui. hein, bien avant d'être allongé sur la table, Mm. puisque ce sont des soins qu'on pratique directement sur la peau. Cette Hein. information, elle vous arrive en canalisation? On peut appeler ça canalisation. Je ne sais pas comment on Je peut sais qu'il y a appeler toujours une ça. espèce de réticence chez les Oui, thérapeutes qui n'aiment pas trop dire. J'allais vous dire, mais vous êtes médium, point. oui, de toute façon, un canal, c'est quoi? C'est un intermédiaire. Eh oui. Après, on a chacun, on va dire, notre vocabulaire pour recevoir Mm. notre propre sensibilité. Mm. Donc moi, ça va être des phrases, des mots qui viennent, qui m'apparaissent. Quelquefois, c'est des images, mais ce n'est pas systématique. Ça va dépendre aussi du vocabulaire Mm. du patient. Est-ce que ça, je suis assez fasciné par cette faculté-là, et je me dis toujours, est-ce que ça, dans un cadre hors professionnel, vous pouvez ressentir la même chose? Vous pouvez avoir des informations, Bien sûr. Ouais. Bien sûr. juste dans une discussion, voilà, ouais, d'accord. En fait, la seule chose qui est importante, c'est d'être à l'écoute, mais pas d'écouter avec sa tête. C'est d'écouter avec son cœur. Et c'est ce que vous arrivez à faire à chaque fois, pour Et, avoir l'information. et c'est ce que, après de nombreuses années de travail sur J'imagine. moi, effectivement, je fais de manière aujourd'hui spontanée. C'est toujours étonnant de voir qu'il y a qu'il y a comme une espèce de pudeur à dire qu'on a cette faculté de canaliser ou ce biais médiumnique. C'est vrai qu'il y a plein de... On a l'impression que c'est assez antinomique avec le mot thérapeute. Non, ça ne l'est pas, en fait. Ça en Ben fait non. partie. Ça Eh en ouais. fait partie. Donc bon, on a vu que vous dites ça avec un peu de retenue, mais alors, ça veut dire que votre approche passe, vous avez dit l'anamnèse, bien entendu, cette discussion qui permet Mhm. de prendre un petit peu le pouls, la température Oui. de la personne, et ensuite ça passe obligatoirement par un contact physique. Oui, le soin, en fait, se passe vraiment directement sur la peau. C'est-à-dire que le patient va s'allonger, je vais le recouvrir pour qu'il soit vraiment confortable et qu'il puisse se détendre. Bien sûr. Et puis, effectivement, je vais travailler directement sur la peau à certains moments, hein, en utilisant des onguents sacrés, des huiles, hein, qui permettent vraiment d'emmener cette onde de guérison plus en profondeur dans les tissus, dans le corps physique, et qu'elle reste plus longtemps, hein, également. Et puis, l'onguent sacré, c'est le fait, on parlait d'oindre, hein, dans la religion, c'est vraiment cette dimension sacrée avec l'huile et l'essence de l'huile. Donc ça, c'est très important, hein, d'œuvrer avec ces huiles sacrées. Et effectivement, à certains moments, je vais toucher des points spécifiques, je vais poser mes mains, je vais masser des points spécifiques. Et puis à d'autres moments, je vais travailler en ne touchant pas, en étant dans ce fameux corps éthérique, hein, qui est juste au-dessus, quelques centimètres au-dessus du corps physique, hein, le moule, la prématrice du corps physique. Et même quelquefois, je vais œuvrer dans les autres corps par le biais de leur rayonnement, c'est-à-dire des auras, l'aura émotionnelle et l'aura mentale. Ça veut dire que vous avez une lecture de la personne, Oui. autre que celle que nous pouvons avoir si on ne fait pas ce travail d'introspection. Exactement, ça s'appelle une lecture d'aura couchée. Une lecture d'aura couchée. Oui. Ouais. Donc vous voyez la personne avec différents strates. Je perçois. Vous percevez. Ce ne sont pas mes yeux qui voient, C'est sensoriel. Ce sont des perceptions. Hmm. Des perceptions avec des informations, effectivement, qui quelquefois sont extrêmement précises. D'autres, elles ne le sont pas. En fait, je ne cherche pas à avoir une information précise. Ce qui doit venir à moi vient. Ce qui doit être dit, l'est.
ce qui ne doit pas, qui doit simplement se faire, se fait. Très bien. Et c'est ça le discernement aussi, parce que j'imagine qu'il y a des tas de gens qui vous consultent, qui viennent vous voir, qui ne vous disent pas dans la phase d'anamnèse leurs problématiques. Oui, Et lorsque vous passez, si je puis dire, à l'action, vous devez ressentir des choses, percevoir des choses. Est-ce que tout doit être dit? non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Alors là, maintenant, je connais mon baromètre. Et en fait, je sens, je ne peux pas expliquer comment je sens, mais je sens quand il y a quelque chose qui est à dire et quand ça ne doit surtout pas être dit. Et si ça ne doit pas être dit, ça veut donc dire que le patient, le client, reste avec cette information qui est sans doute sa problématique. Pas forcément, le travail s'est fait. Ok. Simplement, il n'est pas nécessaire De le dire. de le dire. Quelquefois, quand on perçoit certaines choses au niveau des mémoires, Mm. vaut mieux pas que le patient le sache. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on a le voile de l'oubli quand on s'incarne. Parce que si on se rappelait de tout ce que l'on a incarné dans nos vies, on aurait du mal à se regarder dans le miroir tous Ouais, les je crois matins. aussi, ouais. Vous avez un exemple, par exemple, de quelqu'un que vous avez, qui vous a profondément marqué et où vous avez perçu des choses et où vous vous êtes dit, là, il vaut mieux pas effectivement qu'il soit au courant? Oui, alors, je ne me suis pas dit, il ne faut pas qu'il soit au courant. Ça s'est juste fait spontanément. Effectivement, ça ne pouvait pas être dit. Voilà. Et très souvent, on le voit sur des personnes qui se croient profondément victimes de quelque chose et qui, en réalité, ont incarné l'inverse Ah ouais. et qui viennent expérimenter dans cette vie Ouais. l'autre facette. C'est ça que vous appelez le fameux triangle Karpman, où on est une fois la victime, une fois Le sauveur sauveur et une et le fois bourreau. et le bourreau. Oui, alors ça, en fait, on l'est à la fois et en même temps dans toutes les vies, hein, plus ou moins marquées. Mm. On a une posture et puis d'une période à une autre de sa vie, on va traverser plus euh, la victime, plus le sauveur. Quelquefois, on est les deux à la fois, Mm. la victime et le sauveur, et son propre bourreau. Ça, je crois qu'on l'est tous quelque part. Ça, c'est sûr. C'est ce que vous appelez le syndrome de l'imposteur, par exemple. Ça en fait partie? Ça en fait partie, oui, bien Ça en fait sûr, partie. oui, un autosabotage, oui. Autosabotage, oui, bien sûr. Mm. Je voudrais revenir un instant sur votre période de 2001 où vous parlez de cette épreuve de la nuit noire de l'âme. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous l'avez analysé, ça? Est-ce que vous savez pourquoi vous étiez... Mm. Il était nécessaire pour vous de passer par cette phase-là? Oui, c'était absolument nécessaire parce que lorsque j'étais enfant, j'étais très passionnée de la vie, très en joie. J'avais énormément de perceptions subtiles. Il y avait des endroits où je ne pouvais pas rentrer d'ailleurs, tellement j'étais paralysée sur le bord de le port de la porte. Je ne pouvais pas passer de l'autre côté parce que je sentais les énergies qu'il y avait dedans, etc. Et puis, j'ai pas grandi dans un milieu où on a été à l'écoute de ça. Hein, au contraire, bon, voilà, j'étais un petit peu folle, etc. Et puis après, avec le sport-études, là, je suis rentrée dans un milieu totalement impitoyable, la compétition, qui est quelque chose que j'ai en horreur. Ah oui. Voilà, la compétition, mais j'étais obligée de passer par là pour atteindre mon objectif. Et pourtant, le spectacle, c'est aussi Non. une compétition. Non. Il n'y a pas de compétition pour moi, dans le spectacle? pour moi, C'est ça ne vrai? l'était pas. Voilà, pour moi, c'était juste de la joie. Mais en tout cas, il a fallu passer Ok. par tout ça. Ok. Et donc, petit à petit, en fait, j'ai envie de dire, ma candeur et puis mon insouciance a été mise à rude épreuve. Et au fur et à mesure, eh bien, j'ai mis des protections. Hein. On en parlait tout à l'heure, hein, Bien sûr. quand il y a des blessures et que voilà, on met des conditionnements, des protections. Et j'ai mis des masques. Des masques, des masques, des masques, qui au fur et à mesure ont fait que je me suis retrouvée, mais complètement enfermée dans un masque dans lequel j'avais mis une distance entre les gens et moi pour ne pas souffrir, hein, tout simplement. Sauf que dans cette distance, il y avait de la froideur, il y avait quelqu'un qui était devenu dur, presque, hein, pas presque, je crois qu'à l'époque, les gens me le disaient en tout cas, que j'étais devenue vraiment dure. Et il y avait vraiment besoin de casser cette carapace. Voilà. Sauf que vous êtes capable aujourd'hui de faire cette analyse-là le jour, enfin, dans la période où vous êtes au cœur
de la tempête, de cette tempête-là, du cyclone, comme on dit. ouais, de cette tempête émotionnelle. Exactement. Oui. C'est évidemment pas la réflexion que vous devez avoir ou l'analyse que vous devez avoir. Non, non, je ne l'ai pas eu. Par contre, je l'ai eu assez rapidement parce que ça a été très violent. J'ai arrêté de dormir complètement pendant 6 mois. Donc ça met quand même le corps à rude épreuve, hein, tout en continuant de travailler, de m'occuper de ma fille à l'époque. Ça met le corps à rude épreuve. Et en fait, c'est 6 mois après qu'il y a eu cet accident de voiture avec ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Mm. Et donc, derrière la bascule s'est faite, on va dire, de manière assez rapide. Je ne suis pas restée pendant des années dans cette nuit noire de l'âme. Mm. Elle a été très violente. Je suis descendue vraiment au plus bas de ce que je pouvais descendre. Et ensuite, j'ai vraiment rebondi pour remonter vers cette recherche. Mm. Et là, la seule chose qui m'apportait, c'était finalement de comprendre et de faire ce qu'il y avait à faire pour me débarrasser de toutes ces carapaces. Je suis toujours... quand les gens parlent effectivement de burn-out, de nuit noire de l'âme, quand ils disent, comme vous l'avez dit, on est au fond du fond, etc. Comment être certain qu'on l'est véritablement? Il y a toujours ce petit supplément de vitalité qui ne vous fait pas passer de l'autre côté, plonger complètement. Donc, comment être sûr qu'on est au fond du fond? Comment être sûr que c'est une nuit noire de l'âme, comme on dit? Oh. Et que c'est pas une petite phase de dépression de quelques semaines ou de quelques mois? Est-ce qu'une phase de dépression, c'est une nuit noire de l'âme? Alors, ça peut être une nuit noire de l'âme. Après, il y a des profondeurs de cette nuit noire de l'âme, effectivement, qui sont plus ou moins marquées. Mais quand on en arrive à être prêt, finalement, à partir. Oui, c'est ça. C'était ça, en fait, voilà. La frontière. Voilà. La frontière, c'est ça. Hein, c'est quand on se dit, bon, ben, là, je m'en vais. Il n'y a plus rien qui me raccroche. Alors que vous aviez votre fille. Et alors, justement, c'est le fil qui m'a raccroché. Bien sûr. Bien Voilà. sûr. Mais rien que le fait d'y avoir pensé prouve à quel point on est au fond. Je crois que oui. Et en même temps, on a toujours le libre arbitre, hein, de toute façon. Et le libre arbitre aussi dans le sens que on peut toujours se raccrocher et faire confiance quelque part à cet instinct de survie qui est animal, hein, quasiment. Et à ce moment-là, je crois que c'est lui qui prend le relais. En fait, dans votre existence, vous aviez déjà ces ressentis, ces perceptions. Vous le disiez depuis toute petite, vous aviez déjà ça. Et sans doute que vous avez enfoui ça quelque part dans votre être. C'est ça. Parce que vous n'étiez pas soutenu par la famille et que visiblement, ce n'est pas le genre de sujet qu'on aborde. Oui, sachant qu'en plus, très jeune, des souvenirs très très anciens que j'ai, où je me rappelle au fond de moi, j'étais persuadée que je devais soigner. Mais alors, tout le monde médical, ça ne me parlait pas, quoi. Donc je ne voyais absolument pas comment. Alors là, vraiment, je ne voyais pas. Donc, je l'ai mis de côté, je l'ai oublié. Tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de savoir si vous aviez fait ce travail comme tout bon thérapeute sur vous, avant de commencer à pratiquer chez les autres, pour les autres, puisqu'on est sur de la déprogrammation cellulaire, vous parlez de cette thérapie vibratoire alchimique cellulaire, vous avez fait ce travail sur vous. Qu'est-ce que le transgénérationnel a dit de vous? Il a dit que je portais énormément de choses qui ne m'appartenaient pas. Qu'il fallait faire un nettoyage cellulaire très très rapidement. Tout à fait. Vous avez fait ce travail-là, donc, pour le coup? Oui, je l'ai fait, mais quelque part, on n'a jamais fini de le faire. Voilà, parce qu'on y va par couche, on y va par strate. Voilà. Donc, on va dire que là où j'en suis aujourd'hui me permet d'accéder à un degré de connexion à ma présence. Mais c'est quelque chose d'infini. Et que je suis amenée et que je continue, en fait, de faire en permanence. Ça veut dire qu'on ne peut vous consulter qu'à distance? Non. Oh non, je veux dire qu'en présentiel, pardonnez-moi. Alors, non. Non. Je préfère le présentiel. Et oui, bien sûr, puisqu'il y a du toucher à un moment donné. Donc, Mais depuis que j'ai eu toute cette guidance pour intégrer donc, cette dimension vibratoire alchimique cellulaire dans mes soins,
les soins à distance aussi sont très efficaces. En visio? Non, alors d'abord il y a un échange Ok. et après, non, je ne travaille pas en visio. Donc la personne n'est pas obligée d'être présente sur l'instant où vous intervenez? Ah si, elle doit être Ah tranquille, oui, c'est ça. Ok, allongée, oui, d'accord. en conscience, Ok. pendant le soin qui va durer 1 heure et demie. Ah oui, Voilà, également. oui, clairement. Et puis après, on se rappelle Ouais. et on fait le point sur le soin. Alors, sur la manière dont vous procédez à distance, puisque par définition, évidemment, la personne n'est pas en face de vous, vous êtes physiquement dans la même configuration que si la personne était dans votre cabinet? Alors, en fait, quand je me centre après, mon corps astral se déplace pour aller à côté du patient. Ça, voilà, c'est là où c'est une notion, pour moi, qui est... C'est lui, hein, c'est E.T. C'est là où on se dit, vous m'avez perdu. Mais je comprends ce que vous dites, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est si on a un raisonnement très binaire Mhm. et très terrien, Mhm. ça paraît fou. Ça paraît fou et pourtant aujourd'hui on nous explique en médecine quantique Oui. que tout ce qui est ici est aussi là-bas. Oui, c'est ça. Ça, c'est encore la définition du quantique, où on y met beaucoup de choses dans le quantique. Voilà. Mais oui, oui. Non, Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui s'expliquent, Ouais. hein, que effectivement, ce qui se passe à un endroit a un impact à l'autre bout de la planète, ouais, c'est l'effet papillon. et bien au-delà même Mm. que l'autre bout de la planète. Alors, c'est quelque chose qui, pour moi, a été un gros point d'interrogation aussi Ben oui, pendant très très longtemps. Et c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à faire des soins à distance, parce qu'en fait, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, parce que les soins à distance, être à l'aise avec les soins à distance, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, pas plus, hein. Et puis une fois, il y avait vraiment une urgence, hein, pour une de mes patientes qui avait déménagé à Angers. Donc ça fait un peu loin. oui. Lyon-Angers, c'est pas n'importe à côté. Voilà. Mm, mm. Et donc j'ai dit, OK, bon, allez, même si je ne suis pas à l'aise, je vais essayer. Et en fait, là, il s'est passé vraiment quelque chose parce qu'il y avait cette sorte d'urgence, je pense, un peu encore une fois comme un instant de grâce. Je crois qu'à chaque fois, de toute façon, que j'ai eu des avancées, ça a été comme des instants de grâce à un moment où j'ai lâché le vouloir, Mm. hein, vouloir faire. Mm. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, vraiment, je me suis sentie me déplacer. Une partie de moi, mon corps physique était toujours là, installé en tailleur, prêt à œuvrer. Mm. Et une partie de moi n'était plus là. Et je me suis vue dans la pièce avec la Avec la personne. personne. Voilà. Est-ce que dans le débrief que vous avez ensuite avec cette personne, elle est capable, elle aussi, presque de ressentir Alors, ça? c'est pas capable, c'est qu'elle m'a ressenti comme si j'étais à côté d'elle. Mais j'ai une expérience comme ça bien plus forte et je crois que c'est à celle-là que je me suis raccrochée. Oui. C'est quand ma fille a accouché. Donc, j'ai une petite fille de 4 ans. Et j'étais pas sur Lyon quand elle a accouché. J'étais en formation. Et puis, à 10 h du soir, elle m'envoie un message. Elle me dit, ça y est, maman, j'y vais là. Je pars. C'est maintenant. C'est maintenant. Et donc, dans la formation, j'allais justement apprendre à mes élèves une façon de travailler à distance. Et donc, je suis allée les voir et je leur dis, écoutez, si vous voulez, on y va maintenant. C'est ça, c'est maintenant qu'on fait l'expérience. C'est maintenant Wow. ou jamais. Voilà. Donc, on est allé s'installer en salle de formation. Et à ce moment-là, vraiment, je les ai guidés. Et à un moment donné, je crois que c'est là que mon corps astral s'est déplacé la première fois. Je me suis entendue dire serviette chaude. Et en fait, j'ai vu la tête de ma petite fille arriver. Et je l'ai vue, j'ai vu son visage. Et je n'ai vu une photo de son visage que 24 heures après. Eh oui, bien sûr. Voilà. Et donc, quand j'ai eu ma fille au téléphone, 24 heures après, je lui ai expliqué, parce que j'ai suivi l'accouchement, et en fait, je sentais qu'elle avait toute la sagesse, justement, des lignées, de ses lignées à elle,
hein. Donc on parlait tout à l'heure des lignées, de ces lignées à elle qui la portaient Mhm. et qu'elle était pleinement, parce qu'elle était très jeune à ce moment-là pour accoucher, et qui la portait. Et elle m'a dit, écoute, maman, de toute façon, ça ne m'étonne pas ce que tu me racontes, parce qu'à un moment donné, je t'ai vue dans la salle d'accouchement. Waouh. Je t'ai vue et les sages-femmes me disaient, mais vous êtes sûre que c'est votre premier? Parce que c'est elle qui leur disait quoi, quand Faire. et comment. Eh oui. Voilà. C'est assez incroyable et c'est beau en même temps, hein, surtout sur cet exemple-là Ah oui, spécifique. ça, Il y a c'est un pas- cadeau. Mais ça, c'est assez extraordinaire. Est-ce que physiquement, vous changez lorsque vous êtes, lorsqu'il y a presque j'allais dire, cette téléportation, lorsque par exemple vous vivez l'expérience comme ça avec votre fille qui est en train d'accoucher, vous êtes en pleine formation, est-ce que physiquement, vous êtes différente? Pendant que Oui. ça se passe? Pendant, oui, absolument. Pendant que ça se passe? C'est-à-dire, quand Oui. vous sortez de... J'utilise pas les bons termes, hein, mais quand vous sortez de votre corps, en fait, pour C'est aller... exactement ça, Voilà, oui. vous sortez de votre corps, il y a une Mm. sorte de décorporation comme ça, Oui. pour aller retrouver votre fille qui est en train d'accoucher. Est-ce que la femme que vous êtes à l'instant T dans dans la salle de formation, physiquement, elle est différente? Alors, je ne sais pas de l'extérieur, on m'a pas dit, mais On vous a pas dit? toujours est-il que moi, je ne sens plus mon corps. Voilà. Mm. Pendant, je ne sens plus mon corps. Et d'ailleurs, je peux me retrouver de ce fait, surtout quand c'est des soins, que ça dure 1 heure et demie, que je n'ai pas bougé, à avoir une jambe complètement endormie sans m'être aperçue que j'avais une jambe endormie. Mm. Voilà. Du coup, ça, c'est quelque chose que vous décidez quand vous le souhaitez? Alors justement, c'est quand je décide pas que ça se fait. Ok. C'est un truc qu'on vous impose. Non, je n'ai pas envie de Non. dire qu'on me l'impose, Non, oui. mais quand j'essaye pas de faire. C'est dommage de ne pas pouvoir maîtriser ça. Ça serait extraordinaire si on pouvait le maîtriser. Je cherche pas à maîtriser. Ok. J'ai pas ce besoin de maîtriser. On a l'impression que vous êtes suffisamment reconnaissante de ce que la vie vous offre Mm. pour ne pas chercher à en demander plus. C'est ça. Ce qui est déjà... Vous Je sais que tout est êtes juste. servi déjà. Oui, et puis tout est juste. Donc tout ce qui doit être le sera. Après, ça ne veut pas dire que justement, je ne travaille pas sur moi et je ne fais pas les choses, que je ne mets pas en place les choses. Mais tout est juste. Est-ce que on vous a... je cherche mes mots, à chaque fois c'est compliqué, parce que je ne veux pas dire de bêtises et je ne veux pas machin. Mais est-ce que le fait de ne pas décider à quel moment vous pouvez faire effectivement ces décorporations et vous pouvez aller où vous voulez, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans des situations ou des endroits que vous n'aviez pas du tout envie ni de voir, ni de vivre, ni de ressentir? Est-ce qu'on vous a imposé des choses, ou en tout cas est-ce qu'on vous a... vous vous retrouvez dans des situations en disant mais Non, qu'est-ce que je fais là, quoi? Non, je me suis jamais retrouvée dans une situation où j'étais pas confortable. Ouais. Par rapport à moi, même si je me suis retrouvée effectivement en face de certaines choses qui n'étaient pas forcément agréables, mais j'ai jamais été dans l'inconfort par rapport à ça. Parce qu'on peut se demander si effectivement c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Ça veut donc dire qu'à tout moment... Oui, mais je suis reliée à mon cœur. C'est toujours pas ça. Voilà, Je suis reliée à mon cœur. C'est ce qui arrête la discussion en direct. Non, mais ne cherche pas, petit scarabée. Je suis relié à mon cœur. Oui. Donc, j'ai le fil d'argent, le fil d'Ariane qui est là, et je suis relié à mon cœur. Voilà, c'est tout. Mais c'est la clé. Ben C'est oui. la clé. Et oui, bien sûr. C'est la clé. Mm. Et c'est là que j'ai vécu aussi il y a quelques mois de ça. Maintenant, ça fait un petit peu plus d'une année, même à travers un soin à distance que je donnais. C'est là que j'ai vécu une expérience en fait qui a été aussi une grâce, vraiment, qui m'a permis de vivre pleinement dans ma chair ce concept où on dit que on est issu de la source. Mm. Hein, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc c'est un concept mental qui est super intéressant. Mais l'intégrer pleinement, c'est un autre débat. Et se sentir pleinement un Mon Dieu. avec la source et le tout,
c'est un autre débat. Et en fait, là, encore une fois, je ne cherchais pas à faire quelque chose. J'étais en train d'accompagner ce patient dans ce soin. Et donc, le sujet, c'était la blessure qu'il vivait dans cette vie. Et en fait, là, la guidance que j'ai eue pendant le soin m'a littéralement enseigné, je ne peux pas utiliser un autre mot, elle m'a enseigné à remonter dans ses vies, justement, sur le fil de toute la logique de ces incarnations, cette blessure, jusqu'à la blessure originelle. Cette blessure originelle qui est la première séparation avec la source, finalement, qui est souffrante parce que c'est l'entrée dans la dualité, dans la matière, et que chacun vit différemment. Voilà. Il y en a qui vont se sentir abandonnés, il y en a qui vont se sentir rejetés, il y en a qui vont se sentir eh bien, pas à la hauteur. Hein, donc voilà, on les envoie s'incarner, etc., etc. Voilà, il y en a toute une multitude, c'est toutes des nuances. Et en fait, ce qui m'a été vraiment expliqué, montré, c'est que toutes ces nuances, eh bien, cette nuance de départ, d'origine, c'est vraiment elle qui va teinter toutes les expérimentations avec une logique dans toutes les vies. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, bon ben voilà, on ait compris que, eh bien, on n'est pas cette blessure. Et là, en fait, ce qui a été incroyable, c'est que j'ai eu cette grâce de le vivre dans ma chair. C'est-à-dire qu'en même temps que je remontais le fil avec le patient, je remontais à l'intérieur de moi le fil. Et alors là, je me retrouvais à parcourir, je ne me rappelle pas parce qu'il y en a eu tellement, à parcourir diverses incarnations, les miennes en fait, avec ma propre blessure originelle, hein, celle de ne pas être digne d'eux, que j'avais expérimenté de nombreuses fois dans cette vie, voilà, et vraiment de sentir dans ma chair qu'à aucun moment, en réalité, je n'avais été séparée de la source. Je l'ai vécu profondément dans ma chair, que, en fait, je n'étais qu'une sorte de prolongement, une manifestation par amour de la source qui veut s'expérimenter à travers moi, qui veut s'expérimenter, donc qui veut expérimenter l'amour dans la dualité. Et ça, je l'ai vécu dans ma chair, en profondeur. Il y a eu un réalignement vraiment qui s'est fait, et comme si toutes ces histoires que je m'étais racontées, tous ces scénarios de souffrance que je m'étais racontés dans cette vie et dans les autres, eh bien, instantanément, avec ce réalignement et cette expérience de l'unité, eh bien, ils se sont dissous, comme si tout ça n'avait mais vraiment pas d'importance. Et en réalité, ça n'en a pas. Voilà. Et là, je peux vraiment dire qu'il y a eu un avant et un après qui s'est installé après cette expérience. Vous savez que dans notre entretien, Fabienne, il y a un mot que vous avez utilisé par 4 fois. Ah, c'est possible. Vous savez lequel c'est, non? Non. C'est le mot grâce. Ah. Vous pensez avoir été touché par la grâce? À chaque fois que j'ai arrêté de vouloir, d'être dans un vouloir égotique, j'ai été touchée par la grâce, oui, je crois. Aujourd'hui, avec le recul, je peux le dire, oui. C'est peut-être ça la définition du lâcher-prise. Je crois, oui. Oui. Et c'est parce qu'on ne demande pas et qu'on n'attend rien que tout arrive. Oui. C'est ça qu'il faut assimiler. Oui, et comment faire pour faire ça sans rien faire? Exactement. Sans demander et sans vouloir. C'est ça. Je crois qu'à un moment, on est arrivé au bout du mécanisme, et c'est comme une sorte de timing divin, en fait. C'est pas forcément de décider qu'on veut atteindre cet objectif qui va faire qu'on va y arriver. C'est qu'à un moment donné, c'est prêt. Voilà, c'est tout.
Donc, vous consultez, on peut vous consulter effectivement à distance, on peut vous consulter aussi en cabinet. Il y a votre site internet Essence en soi, C'est ça. c'est ça, .com. Oui. Voilà. Et puis, il y a d'autres projets aussi, c'est intéressant. Alors, vous allez vous mettre aussi, vous allez avoir votre petit oracle aussi là, qui arrive ou qu'est-ce que... Non. Non. Non, Parce que tout le monde y va de son petit oracle, alors il faut bien que non, vous fassiez un petit oracle. non. Non. Alors effectivement, dans les outils, les nouveaux outils, on va dire que j'ai dans les soins vibratoires alchimiques cellulaires, j'ai été inspirée, guidée pour créer effectivement un jeu de cartes, pour travailler avec les lettres hébraïques qu'on travaille dans les soins esséniens et égyptiens, mais là d'une façon un petit peu différente, en utilisant les forces soutenantes du chemin finalement de ces 22 lettres hébraïques et que j'utilise en soins comme on utiliserait un oracle, effectivement, pour certains soins, que j'utilise en association, c'est-à-dire que je tire 3 cartes. Et effectivement, cette association, en réalité, qui s'appelle Tserouf, dans le travail, quand on fait du travail avec les lettres hébraïques. Je ne le savais pas, hein, j'ai retrouvé ce chemin dans ma guidance et après que j'ai eu l'explication, permet de créer une synergie finalement avec ces 3 énergies, ces 3 forces soutenantes qui va amener un 4e point dans le corps pour le patient et soutenir le travail. Alors, ce n'est pas un jeu qui est à la vente. C'est un jeu effectivement que j'utilise en soins et que je transmets dans mes formations aujourd'hui à mes élèves. Voilà. Qui fait partie du package de la formation. Voilà, c'est-à-dire qu'après, ils ont leur jeu et ils repartent avec leur jeu et ils peuvent l'utiliser dans le soin. Ceci dit, je sens bien le week-end dernier, tu penses. Voilà. Le week-end dernier, j'étais en atelier où j'accompagne pour fabriquer son propre révélateur d'âme. Ce sont des attrape-rêves énergétiques. Et il y avait une de mes élèves en soins qui a souhaité faire l'atelier, qui est écrivaine et qui a pris le temps de méditer chaque lettre hébraïque. Et qui m'a fait lire ce qu'elle a médité. Et quand j'ai lu ça, en fait, j'ai vu des images, parce que je peins aussi, je fais de la peinture inspirée, et j'ai vu des images qui reprennent pas forcément la calligraphie de chacune des lettres sur chacune des lettres. Et donc forcément, je lui ai partagé la chose. On ne cherchait plus, hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça prendra la forme d'un oracle, mais en tout cas un petit livret. Voilà. Pour terminer là-dessus, Fabienne, je me pose toujours quand il y a des parcours de vie comme le vôtre, et notamment qu'il y a eu souvent ces difficultés d'ouverture, de discussion dans la famille, ou avec ces sujets qui sont toujours un petit peu délicats, avec ce que vous êtes aujourd'hui, quel regard ont les gens qui savent ce que vous êtes et qui vous ont connu dans un tout autre registre avant? Je me dis, voilà, votre famille, les équipes de l'Idée on Ice, quel regard ils ont sur vous maintenant? Ils ont l'impression qu'ils n'ont plus la même personne en face. C'est vrai? Même votre famille? Même ma famille, oui. Ah ouais? Oui. En mieux, évidemment. Même ma famille. Alors, oui, en mieux. Ah. Tant qu'à faire. En plus agréable. Ouais, plus apaisé. Apaisé, effectivement, oui. Qui rayonne d'une manière différente, évidemment. Complètement, pour le coup, oui. Oui. Ils le ressentent. Et ils le ressentent, oui. Tout à fait. Ah oui, c'est sûr que la Fabienne d'il y a 20 ans en arrière, c'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Et j'en suis ravie. C'est vrai? J'en suis la première ravie. Vous n'aimeriez pas revenir à cette époque? Non. Même avec les belles choses que vous avez vécues sur la glace? Non. Ou alors, ce qui est ça que moi je dis, j'aimerais bien revenir à cet âge-là, mais avec
la maturité et la mentalité Alors, de maintenant. éventuellement, mais Mais- si je n'étais pas passée par là, Oui, je n'en serais pas ici vous ne seriez aujourd'hui. pas ici aujourd'hui, exactement. Bravo en Voilà. tout cas. Fabienne Caram, vous avez le site internet, vous avez évidemment tous les liens pour entrer en contact avec Fabienne et ses équipes. Les formations, on vous l'a dit. L'oracle, le jeu de cartes, appelez-le comme vous voulez, mais il va sortir dans peu de temps. Euh, Et aussi une surprise pour cette année Dites-nous. avec une retraite Oui. spirituelle Où? Au cœur de l'être, aux Canaries. Donc Ah j'ai ouais. fait une petite expérience en décembre, Ok. un petit embryon de la chose, et je suis en train de travailler avec, et ça va se finaliser là jeudi prochain, Mmh. dans une semaine. Les Mmh. jeudis décidément sont déterminants, avec une agence spécialisée D'accord. dans les voyages spirituels sur les D'accord. lieux vibratoires, puisque l'intérêt c'est d'aller se connecter sur des très hauts lieux vibratoires, Atlante Ok. notamment, sur les îles Canaries que j'ai découvert Super. en voyageant là-bas il y a 2 ans. Voilà. Donc les synchronicités de la vie m'y ont emmenée. Et donc voilà, il y a cette organisation avec la Voie des Étoiles qui est en train de se faire pour un voyage en septembre. Un C'est noté. premier voyage en septembre avec la Voie des Étoiles. On mettra le lien juste en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez avoir toutes les informations et tous les renseignements. Je sais que vous êtes une bonne mamie. J'essaye. D'ailleurs, vous aimez ce mot ou pas? Mamie. Oui, bah oui, c'est comme ça qu'elle Oui, m'appelle. c'est comme ça, elle dit ah mamie. Ouais, bon, formidable. Merci infiniment de votre authenticité. Merci de vous être livré de cette manière-là, parce que je sais que c'est pas toujours facile de se raconter comme ça au travers de phases de sa vie mouvementées. Oui. C'est parfois, quand on se raconte, il y a aussi une sorte d'aveu, dans le sens où effectivement on avoue être tombé aussi bas. Et oui. Et c'est pas facile de le raconter. Et oui, mais c'est l'autre côté de la pièce. Et bien sûr. c'est Et essentiel. on ne peut pas avoir un côté sans l'autre. Exactement. Merci Fabienne. Merci Et infiniment. je vous dis à très bientôt. Vous commentez avec bienveillance, comme toujours. Je sais que ça va l'être. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.